Ma femme a dit, ma famille emménage ici. Si tu ne peux pas accepter cela, c'est fini entre nous. J'ai répondu, d'accord, alors c'est fini. Puis j'ai fait mes bagages, j'ai quitté notre location, j'ai recommencé dans un petit appartement de 2 pièces, et j'ai regardé son ultimatum se transformer en un désastre financier pour sa famille. Je m'appelle Damien, j'ai 37 ans et je travaille comme responsable logistique pour une société de distribution régionale dans la région de Lyon. J'ai toujours été du genre stable. J'aime les routines prévisibles, les budgets équilibrés et savoir exactement où va mon argent. Ma femme, Mélanie, a 34 ans. Elle travaille à temps partiel dans l'organisation d'événements et à plein temps dans les drames familiaux. Nous étions mariés depuis 6 ans et nous louions un pavillon de 4 pièces depuis 4 ans. Pas d'enfants, juste nous deux. Du moins, c'est ainsi que cela devait rester. Mélanie a toujours été proche de sa famille, proche au point que les appels téléphoniques quotidiens sont obligatoires et que les inconvénients mineurs sont traités comme des urgences nationales. Ses parents luttent financièrement depuis des années, une mauvaise planification, un travail irrégulier et une tendance à traiter les crédits à la consommation comme un revenu. Son frère cadet, Kevin, 29 ans, n'a jamais gardé un emploi plus de 8 mois. Il y a toujours une raison pour laquelle c'est la faute de quelqu'un d'autre. Pendant les premières années de notre mariage, j'ai maintenu des limites fermes. J'aidais occasionnellement de petits prêts, le paiement d'une facture d'électricité une fois, mais j'ai clairement fait savoir que je ne devenais pas le plan de sauvetage familial. Mélanie s'irritait mais laissait passer la chose, jusqu'à il y a 3 semaines. Elle est rentrée un soir avec ce regard, celui où elle a déjà pris une décision et s'apprête à m'en informer. Mes parents perdent leur maison, a-t-elle dit. Alors, ils emménagent tous avec nous. C'est temporaire. J'ai demandé à quel point c'était temporaire. Elle a agité la main. Quelques mois, peut-être 6. Nous vivions dans une location de 4 pièces. L'une est notre bureau. L'autre est à peine assez grande pour des invités. J'ai demandé comment exactement 5 adultes supplémentaires allaient fonctionner dans cet espace. Elle a levé les yeux au ciel et a dit, « Les familles s'arrangent toujours. » Je lui ai dit que cela n'arriverait pas. Pas sans un vrai plan financier, des échéanciers et des contributions au loyer. Je ne m'engageais pas à financer 3 adultes supplémentaires indéfiniment. C'est alors qu'elle a lâché cela. Ma famille emménage. Si tu ne peux pas accepter cela, c'est fini. Elle l'a dit calmement, avec assurance, comme si elle supposait que je céderais. Je l'ai regardée pendant un long moment. Puis j'ai dit, d'accord, alors c'est fini. Elle a ri. Je ne plaisantais pas. Et c'est là que les choses ont commencé à devenir intéressantes. Elle pensait sincèrement que je bluffais. Mélanie a l'habitude d'utiliser les ultimatums comme levier. Pas constamment, mais stratégiquement. Si elle veut quelque chose assez intensément, elle le présente comme une question de loyauté émotionnelle. Tu es soit avec moi, soit contre moi. La plupart du temps, c'est pour de petites choses, les plans de vacances, l'argent envoyé à ses parents, ou le fait d'assister à chaque anniversaire familial comme si c'était une présence obligatoire. Cette fois-ci, cependant, elle a mal calculé. Après que j'ai dit que c'était fini, elle a souri d'un air suffisant et a dit de ne pas être dramatique. Tu sais que je ne le pense pas comme ça. Je lui ai demandé directement, donc, si je dis non, ta famille n'emménage pas. Elle a croisé les bras. Ils emménagent. Je leur ai déjà dit qu'ils le pouvaient. Cette partie m'a pris au dépourvu. Elle n'avait pas demandé. Elle avait promis. J'ai demandé quand. Le week-end prochain. Je me souviens l'avoir simplement regardé. 5 adultes, un préavis de 8 jours, dans une location qui n'est même pas la nôtre. J'ai demandé combien ils contribuaient financièrement. Elle a dit qu'il trouverait une solution une fois qu'il serait remis sur pied. Ce n'est pas un chiffre. Elle s'est irritée rapidement. Tu agis comme si c'était permanent. C'est ma famille. Ils ont pris soin de moi toute ma vie. Je n'ai pas argumenté sur la loyauté. Je m'en suis tenu à la logistique. Le loyer est de 2200 €. Les charges coûtent en moyenne 420 €. Les courses doubleraient au minimum. Le bail est à nos deux noms. S'ils endommagent la propriété, nous sommes responsables. Elle a rétorqué brusquement, tu ramènes toujours tout à l'argent. Non, je ramène la vie commune à la durabilité.
Elle m'a dit que je manquais de compassion. Je lui ai dit, la compassion sans limite devient de l'autodestruction. C'est alors qu'elle l'a répété, plus fort cette fois. Si tu ne peux pas accepter que ma famille emménage, c'est fini. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai juste hoché la tête. Alors c'est fini. Elle est partie, s'attendant à ce que je la poursuive dans la chambre pour négocier. Je ne l'ai pas fait. J'ai ouvert mon ordinateur portable à la place et j'ai vérifié notre contrat de location. Le rompre prématurément coûterait 4 400 €. Ce chiffre ne m'effrayait pas. Financer 5 adultes supplémentaires indéfiniment, oui. À minuit, j'avais fait les calculs de 3 manières différentes. Il n'y avait aucune version de cela où la situation ne dégénérait pas. Et la partie la plus intéressante? Elle croyait vraiment que j'allais l'absorber. Elle n'avait aucun plan de secours pour ce qui se passerait si je ne le faisais pas. Le lendemain matin, elle agissait comme si rien n'avait changé. Café, défilement sur son téléphone, ton décontracté. J'ai posé une question pratique. As-tu dit à tes parents que j'ai dit non? Elle n'a pas levé les yeux. Je leur ai dit que nous gérions la situation. Ce n'était pas une réponse. Vers l'heure du déjeuner, sa mère a appelé. Je le sais parce que Mélanie a mis le haut-parleur sans me demander. La voix de sa mère avait déjà ce ton désespéré. Nous pouvons être là samedi. Ma chérie, nous pouvons apporter le matelas pneumatique. Samedi. Dans 3 jours. Mélanie m'a regardé comme si je devais le confirmer, comme s'il ne s'agissait que de finaliser la logistique. J'ai dit calmement, cela n'arrivera pas. Silence à l'autre bout du fil. Sa mère a demandé ce que cela signifiait. Cela signifie que nous ne sommes pas en mesure d'héberger 5 adultes supplémentaires dans une propriété de location. Mélanie a coupé l'appel immédiatement. Nous en sommes capables. Damien est juste difficile. Voilà. Le cadrage public. J'étais l'obstacle. Sa mère a changé de ton rapidement, une culpabilité lourde et épaisse. Nous le ferions pour toi. Je ne me suis pas engagé émotionnellement. Je m'en suis tenu aux chiffres. Si vous emménagez, combien pouvez-vous contribuer mensuellement pour le loyer et les charges? Silence de mort. Sa mère a dit qu'ils auraient besoin de temps pour se stabiliser d'abord. J'ai demandé combien de temps. Nous verrons bien. C'était là tout le plan. Nous verrons bien. Kevin est intervenu d'où qu'il soit. Ce n'est pas comme si nous demandions de la charité. Si, vous en demandez, ai-je dit simplement. Mélanie m'a lancé un regard comme si je venais d'insulter la royauté. Sa mère a dit qu'elle ne pouvait pas croire que je parlais ainsi à la famille. J'ai mis fin à l'appel. Pas avec colère, juste proprement. Mélanie a explosé une fois le téléphone déconnecté. Tu m'as embarrassé. Non, ai-je clarifié. J'ai demandé un plan. Elle m'a accusé d'être égoïste, de me soucier plus de l'argent que des gens, de manquer de loyauté. Puis elle a dit quelque chose d'intéressant. Si tu pars à cause de cela, ne t'attends pas à ce que je te supplie de revenir. Je lui ai dit que je ne m'attendais pas à cela. Cet après-midi-là, j'avais visité un appartement de 2 pièces à 20 minutes de là, petit, propre, abordable, avec une option de bail au mois. Le soir même, j'avais déposé une demande. Elle pensait que j'essayais de lui faire peur. Ce n'était pas le cas. Je m'éloignais de la zone d'impact, car si sa famille emménageait sans mon revenu pour soutenir cette maison, les chiffres changeaient radicalement. Et elle n'avait pas encore fait ce calcul. Moi, si. 2 jours plus tard, ma demande d'appartement a été approuvée. Je ne l'ai pas annoncé de manière spectaculaire. Je ne l'ai pas menacé avec cela. J'ai simplement transféré le bail sur mon courrier électronique personnel et j'ai programmé un camion de déménagement pour le dimanche matin. Mélanie croyait toujours que c'était une lutte de pouvoir qu'elle gagnerait. Le samedi après-midi, ses parents sont arrivés de toute façon, pas complètement installés, juste pour observer. Son père a traversé le pavillon comme s'il inspectait une propriété qu'il possédait déjà. Sa mère a commencé à parler de l'endroit où il pourrait installer un coin couchage temporaire dans la salle à manger. Kevin a testé les coussins du canapé comme s'il en mesurait le confort. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte et j'ai laissé la scène se dérouler pendant environ 5 minutes. Puis j'ai demandé à nouveau,
Quel est le plan de contribution financière mensuelle? Son père a ri. Fils, nous sommes de la famille. Nous ne sommes pas des locataires. Exactement, ai-je dit. Mélanie m'a pris à part et a sifflé que je l'humiliais. Non, ai-je dit. Je suis clair. Sa mère a commencé à déballer un carton, pas beaucoup de choses, juste assez pour signaler une prise de possession. C'est alors que j'ai dit les choses clairement. J'ai signé un bail ce matin. Je déménage demain. Tout s'est arrêté. Mélanie m'a regardé comme si je l'avais giflé. Tu choisis un appartement plutôt que ton mariage. Non, ai-je répondu calmement. J'ai choisi la stabilité plutôt que le chaos. Son père a ricané et a dit que je réagissais de manière excessive. J'ai remis à Mélanie une copie imprimée de la clause de rupture de bail, 2 mois de pénalité. Je lui ai dit que je paierais ma moitié et que je lui transférerais le reste du bail si elle souhaitait rester. Ses yeux se sont agrandis. Tu es sérieux? Oui. Kevin a marmonné quelque chose sur le fait que j'étais coincé. Je l'ai ignoré. J'ai dit à Mélanie quelque chose de simple. Si tu les veux ici, c'est ta décision, mais ce ne sera pas sous ma responsabilité financière. Son père a tenté un dernier angle. Tu abandonnes ta femme quand elle a besoin de toi. J'ai répondu calmement, je me retire d'une décision que je n'ai pas acceptée. Le dimanche matin, j'ai emballé mes affaires essentielles, lit, bureau, vêtements. Rien de spectaculaire, pas de cris. Mélanie n'a pas essayé de m'arrêter. Elle n'arrêtait pas de dire, tu le regretteras. Je n'ai pas répondu. À 14 heures, j'étais dans un appartement de 60 mètres carrés. Calme, bon marché, à moi. Ce soir-là, j'ai reçu un message d'elle. Ils emménagent demain. J'ai répondu une fois. Compris. Puis j'ai éteint mon téléphone, car maintenant les mathématiques allaient commencer sans moi. Et les mathématiques ne négocient pas. La première semaine dans l'appartement de 2 pièces a semblé étrange. Pas solitaire, juste calme. J'avais un matelas sur le sol, une table pliante pour mon ordinateur portable et une cafetière sur le comptoir. Pas de dispute dans la salle à manger. Pas d'appel téléphonique en arrière-plan rempli de mises à jour de crise. Pas de tension. Le mercredi, j'ai vérifié notre compte bancaire commun. Le loyer du pavillon avait été débité. Mélanie n'avait pas encore transféré sa part. Je ne lui ai pas envoyé de message immédiatement. J'ai attendu. Le vendredi, rien. J'ai envoyé un message. Le loyer est dû. J'ai transféré ma part plus la tranche des frais de rupture de bail. S'il te plaît, occupe-toi du reste. Sa réponse est arrivée rapidement. Les temps sont durs en ce moment. C'était rapide. 5 adultes vivant maintenant dans cette location. Les charges grimpent déjà. Les factures d'épicerie ont doublé. Ses parents n'avaient pas encore trouvé de travail. Kevin, d'après le peu que j'avais entendu, explorait des options. J'ai répondu simplement, je ne couvrirai pas de coûts supplémentaires. Elle a répliqué, tu m'as laissé avec ce pétrin. Non, je me suis retiré avant qu'il ne devienne le mien. Le samedi soir, elle a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal. La voiture de son père était tombée en panne. Ils avaient besoin d'argent pour les réparations, sinon ils ne pouvaient pas se rendre à des entretiens d'embauche. Pourrais-je aider juste pour cette fois? La phrase « juste pour cette fois » a tendance à se répéter d'elle-même. Je n'ai pas répondu. Le lundi matin, j'ai reçu un courriel de notre propriétaire adressé à nous deux. Plainte pour bruit, violation de stationnement, véhicule supplémentaire dépassant les conditions du bail. 3 voitures, une camionnette, des invités passant la nuit. Ce bail avait des règles d'occupation strictes. J'ai transféré le courriel à Mélanie et j'ai posé une question. Es-tu consciente que tu violes les limites d'occupation? Elle a répondu 1 heure plus tard. Arrête de te comporter comme mon ennemi. Je ne me comportais pas de quelque manière que ce soit. Je documentais. À la 2e semaine, elle a envoyé un autre message. Pouvons-nous parler du bail? Nous ne pourrons peut-être pas nous le permettre. C'était là, les mathématiques. Sans mon revenu complet, la location était insoutenable.
Son travail d'événementiel à temps partiel ne couvrait pas 5 adultes et l'augmentation des charges. J'ai demandé directement, quelle est la contribution mensuelle de tes parents? Silence. Kevin avait pris 2 services dans un bar, temporaire. Son père avait postulé à certains endroits. En attente. Sa mère était en train de chercher quelque chose, ce qui signifiait rien de concret. Je me suis assis à ma table pliante dans mon petit appartement et j'ai refait les calculs. Tout s'effondrait exactement comme prévu. Et la partie la plus intéressante? Elle avait présenté mon départ comme un abandon. Mais si j'étais resté, l'effondrement aurait simplement pris plus de temps et m'aurait coûté plus cher. À la 3e semaine, le propriétaire a envoyé un avis formel, occupant non autorisé. 30 jours pour corriger la violation ou le bail serait résilié. Mélanie me l'a transféré avec une ligne. C'est parce que tu es parti. J'ai lu cela 2 fois. Non, c'est parce que 5 adultes vivent dans un espace conçu pour 2. Elle a appelé ce soir-là, pas en colère cette fois. Tendu. Le propriétaire dit que nous devons soit faire partir les occupants, soit refaire une demande avec une vérification des revenus mis à jour. Cette partie comptait, une vérification des revenus mis à jour, ce qui signifiait des preuves de revenus pour tous ceux qui vivaient là. J'ai demandé calmement, est-ce que ton père a une fiche de paie actuelle? Non. Kevin? Il vient de commencer au bar. C'est à temps partiel. Ta mère? Elle cherche. C'était encore cela. Elle cherchait. Le pavillon exigeait un revenu combiné d'au moins 3 fois le loyer. C'était la norme. Avec mon départ, Mélanie seule n'était pas qualifiée. Avec 3 adultes au chômage ajouté, il ne l'était certainement pas. J'ai dit ce que le propriétaire ferait probablement, soit exiger qu'il parte, soit s'orienter vers une expulsion. Elle a répliqué, tu apprécies cela. Ce n'était pas le cas. J'étais détaché. Il y a une différence. 2 jours plus tard, elle a envoyé un autre message. Nous sommes à court pour le loyer. Peux-tu couvrir un mois de plus pendant que nous trouvons une solution? Non. Juste non. Elle a essayé un autre angle. Tu as promis de me soutenir dans le mariage. Je l'ai fait, mais pas pour garantir des décisions que je n'ai pas acceptées. La semaine suivante, j'ai reçu un autre courriel du propriétaire, loyer partiellement impayé, frais de retard appliqués. C'est alors que j'ai appelé mon avocat parce que mon nom était toujours sur ce bail. Nous avons examiné les options. J'avais déjà payé ma part plus la tranche de rupture de bail. Ma responsabilité était limitée s'il faisait défaut après un avis formel. Mélanie avait choisi de rester et maintenant la spirale avait des chiffres réels attachés à elle. À la fin du mois, je suis passé devant le pavillon une fois, pas pour la surveiller, juste par habitude. 3 voitures entassées dans l'allée. Des sacs poubelles supplémentaires empilés près du garage. Un canapé visible par la fenêtre de devant, pas le nôtre. Les mathématiques n'étaient plus théoriques. Elles étaient visibles. Et le plus révélateur? Elle ne s'était toujours pas excusée. Elle continuait simplement à demander plus de temps. Le temps ne paie pas le loyer. Le revenu le fait, et aucun n'avait augmenté. À la fin du 2e mois, j'ai arrêté d'attendre qu'elle change de cap. Le propriétaire a émis un 2e avis, loyer toujours incomplet, occupation toujours en violation, frais de retard s'accumulant. Mon avocat a exposé la situation clairement. Vous êtes légalement séparés dans les faits. Si la réconciliation n'est pas votre objectif, déposez la demande maintenant avant que les dommages financiers ne s'aggravent. Cette phrase a réglé la question. J'ai demandé le divorce le mardi suivant. Pas de confrontation dramatique, pas de message d'annonce, juste de la paperasse, différence irréconciliable. Je ne l'ai pas informée au préalable. Elle l'a appris lorsqu'elle a reçu l'assignation. Elle a appelé immédiatement. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal qui oscillait entre la colère et l'incrédulité. Tu demandes le divorce parce que ma famille avait besoin d'aide? Non. J'ai demandé le divorce parce que ta solution pour les aider exigeait de sacrifier notre stabilité sans mon consentement. Elle a envoyé un long message plus tard cette nuit-là. Tu aurais pu rester et nous aider à gérer cela. Au lieu de cela, tu as fui. Cette partie a failli me faire répondre émotionnellement, mais je ne l'ai pas fait. Gérer le chaos n'est pas la même chose que le prévenir.
Le lendemain, elle m'a envoyé un courriel pour me demander si j'étais sérieux. J'ai répondu une fois. Oui. Toute communication doit passer par les avocats à partir de maintenant. Le ton a changé rapidement après cela. D'abord la panique, puis la négociation. Elle a demandé si nous pouvions suspendre la procédure jusqu'à ce que les choses se stabilisent avec le bail. Cela a confirmé ce que je savais déjà. Il ne s'agissait plus de mariage. Il s'agissait de confinement financier. 3 jours plus tard, le propriétaire a entamé une procédure formelle d'expulsion. Pas une expulsion forcée immédiate, mais officielle. Je n'étais pas surpris. 5 adultes, des revenus insuffisants, des violations répétées. Les mathématiques ne se soucient pas des ultimatums. Un ami commun m'a dit que Kevin avait quitté son emploi au bar après 2 semaines. Il disait que cela ne lui convenait pas. La voiture de son père n'était toujours pas réparée. Sa mère avait commencé à parler de demander des programmes d'aide. Pendant ce temps, j'étais dans un petit appartement propre avec une seule facture de charges et des dépenses prévisibles. Pas glamour, juste durable. Mélanie a envoyé un dernier message avant que son avocat n'intervienne officiellement. Tu as détruit notre mariage par orgueil. Je n'ai pas répondu, car l'orgueil ne l'avait pas brisé. C'est la présomption qui l'a fait. Elle a présumé que je financerais n'importe quelle décision qu'elle prendrait. Lorsque cette présomption s'est effondrée, le plan a fait de même. Et maintenant, les conséquences suivaient leur cours sans que je ne les amortisse. Je ne me sentais pas victorieux, juste certain. Parfois, la chose la plus compatissante que vous puissiez faire est de refuser de participer à l'autodestruction financière de quelqu'un d'autre, même s'il appelle cela de l'abandon. L'avis d'expulsion a été finalisé 2 semaines après que j'ai déposé la demande de divorce. Pas un départ immédiat, mais une date d'audience fixée. Un dossier public formel. L'avocat de Mélanie a contacté le mien pour demander une médiation avant l'audience, non pas pour une réconciliation, mais pour la responsabilité financière liée au bail. Cela m'a tout dit. Sa famille n'avait toujours pas de revenus stables. Le propriétaire avait refusé de requalifier le ménage. Trop d'adultes, pas assez de revenus documentés. Pendant la médiation, elle avait l'air épuisée, plus en colère, juste usée. Elle a commencé par ceci, si tu n'étais pas parti, nous n'en serions pas là. J'ai gardé une voix calme. Si j'étais resté, nous en serions toujours là. Juste plus tard. Et avec mon crédit endommagé également. Son père avait réussi à obtenir un travail d'entrepôt temporaire. Kevin était de retour à la maison pendant la journée. Sa mère avait commencé des travaux de nettoyage à temps partiel. Ensemble, ils ne remplissaient toujours pas les conditions de revenus pour la location. Le propriétaire avait proposé une option, libérer les lieux volontairement et éviter une expulsion complète au dossier. Ils avaient 10 jours. Mélanie a demandé si je cosignerais une nouvelle location pour qu'ils puissent emménager ensemble dans un endroit plus grand. J'ai presque cru qu'elle plaisantait. Non, a-t-elle insisté. Tu divorces de moi de toute façon. Pourquoi ne pas aider une dernière fois? Parce qu'aider une fois, c'est aider encore. Elle est passée à l'accusation. Tu punis ma famille. Je l'ai corrigé calmement. Je me suis retiré du financement de leur vie. Ce sont 2 choses différentes. À la fin de la médiation, les termes du divorce étaient presque finalisés. Une séparation nette. Aucun actif partagé au-delà des articles ménagers minimaux. Pas de pension alimentaire. Chaque partie responsable de ses dettes personnelles contractées après la séparation. Cette clause importait car, à ce moment-là, les soldes des cartes de crédit à son nom avaient fortement augmenté, dépôt de garantie, frais de déménagement, frais de remise en service des compteurs. J'ai signé ma partie. 3 jours plus tard, je suis repassé devant le pavillon. L'allée était vide. Une semaine après cela, j'ai appris par un ami qu'ils avaient emménagé dans un duplex plus petit 2 villes plus loin. 4 adultes dans 2 chambres. Kevin à nouveau sur le canapé. Mélanie avait pris plus de services d'événementiel. Ses parents se disputaient constamment à propos de l'argent. L'ultimatum qui était censé prouver la loyauté s'était transformé en une corvée logistique. Pendant ce temps, mon divorce s'est finalisé tranquillement. Pas de drame au tribunal, juste des signatures. Je suis sorti du palais de justice plus léger que je n'y étais entré.
Non pas parce que sa situation s'était dégradée, mais parce que je ne la portais plus. Cela fait environ 4 mois que j'ai déménagé. Le divorce est prononcé. Le bail du pavillon a officiellement pris fin après leur départ. Mon crédit est resté intact. Cela seul valait chaque conversation inconfortable. Un ami commun a croisé Mélanie récemment et m'a mis au courant sans que je le demande. La situation du duplex n'a pas duré. 4 adultes dans 2 chambres, cela semble gérable sur le papier. En pratique, c'est de la pression. Un bruit constant. Des salles de bain partagées. Des dépenses partagées qui ne s'additionnaient toujours pas. L'emploi à l'entrepôt de son père a vu ses heures réduites. Kevin a perdu sa place sur le canapé après une dispute et a emménagé chez un ami. Sa mère a pris plus de services de nettoyage mais était épuisée. La tension s'est rapidement transformée en reproche. Apparemment, Mélanie et ses parents ont commencé à se disputer au sujet des attentes. Son père disait qu'elle avait promis la stabilité. Sa mère disait que Damien n'aurait jamais laissé les choses devenir aussi mauvaises. Cette partie m'a presque fait rire. Je n'ai pas laissé les choses devenir aussi mauvaises. C'était bien là le but. Mélanie a fini par louer un studio seul, plus petit que mon appartement de 2 pièces, un loyer plus élevé que ce qu'elle attendait. Les revenus de l'organisation d'événements fluctuent selon les saisons. Elle travaille plus maintenant qu'elle ne l'a jamais fait pendant que nous étions mariés. La semaine dernière, elle a envoyé un dernier message par l'intermédiaire d'un ami commun. Pas hostile, pas dramatique. Elle a dit qu'elle ne pensait pas que je partirais vraiment. Elle pensait que je me calmerais, que je donnerais la priorité au mariage sur la logistique. Cette phrase résume tout. Elle croyait que la loyauté signifiait absorber les conséquences sans limite. Je croyais que la loyauté exigeait un accord. Nous opérions sur des définitions différentes. D'après ce que j'ai entendu, ses parents parlent de déménager pour s'installer chez un parent dans un autre département. Kevin rebondit à nouveau entre des petits boulots de courte durée. Le désastre financier qu'elle pensait que nous pourrions résoudre plus tard est arrivé exactement comme prévu. Et voici la partie qui compte, si j'étais resté, la fin serait la même. La seule différence est que mon compte d'épargne serait plus léger et mon score de crédit plus bas. Au lieu de cela, je vis dans un petit endroit que je peux pleinement m'offrir. Mes dépenses sont prévisibles. Ma paie est mesurable. Pas d'ultimatum. Pas de sommets familiaux d'urgence à la table du dîner. Juste du calme. Et le calme n'exige rien de moi. Il y a quelques semaines, j'ai croisé Mélanie de manière inattendue dans une épicerie. Rien de dramatique, rien de cinématographique, juste au rayon 7. Elle avait l'air plus mince, fatiguée, pas de manière tragique, juste usée par un ajustement constant. Lorsque votre vie fonctionne en mode d'urgence assez longtemps, cela se voit. Nous sommes restés là maladroitement un moment avant qu'elle ne parle. Je ne pensais pas que cela deviendrait aussi grave. J'ai hoché la tête une fois. C'était toujours là le fossé entre nous. Je faisais des projections. Elle fonctionnait à l'espoir. Elle m'a dit que ses parents prévoyaient d'emménager chez une tante à quelques heures de là. Kevin était en train de résoudre les choses, ce qui, j'ai appris, signifie généralement que peu de choses ont changé. Elle travaille presque à plein temps maintenant, jonglant entre les événements, prenant des contrats de coordination en tant qu'indépendante. Le studio qu'elle loue peut à peine contenir son lit et un bureau. Elle ne m'a pas blâmé, pas directement, mais elle a dit quelque chose de révélateur. Je pensais que le mariage signifiait rester unis quoi qu'il arrive. J'ai répondu avec précaution. Rester unis nécessite d'être d'accord sur l'endroit où l'on se tient. Elle n'a pas discuté cela. Puis elle a posé la question que je savais venir. Si j'avais demandé au lieu de t'imposer cela, serais-tu resté? J'y ai réfléchi honnêtement. S'il y avait eu un plan écrit, des échéanciers, des contributions financières, des limites claires. Peut-être. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Tu m'as donné un ultimatum, ai-je dit, et je l'ai accepté. Elle a eu un petit sourire fatigué. Je pensais vraiment que tu plierais. C'était la présomption qui lui a coûté le plus cher. Car quand quelqu'un construit un plan sur la conviction que vous l'absorberez, il se prépare rarement à l'alternative. Nous nous sommes dit au revoir sans hostilité. En rentrant chez moi, j'ai réalisé quelque chose qui est facile à manquer dans des histoires comme celle-ci. Je n'ai pas gagné.
Elle n'a pas perdu. Mais son ultimatum a forcé la réalité à faire surface plus vite. Si 5 adultes avec des revenus instables allaient s'effondrer sous des dépenses partagées, cela allait arriver que je sois là ou non. La différence est que j'ai choisi de ne pas financer la leçon. Maintenant, je vis dans un appartement légèrement plus grand que le premier. Toujours modeste, toujours calme. Mes économies se sont rétablies. Mon crédit est propre. Mon niveau de stress est mesurable et bas. Et j'ai appris quelque chose de simple. Quand quelqu'un dit « accepte cela » ou « c'est fini », il suppose que vous avez peur que ce soit fini. Parfois, la décision la plus stable que vous puissiez prendre est d'être d'accord.